Cette présentation présente le tool InnoSetup qu'on peut utiliser pour créer des installateurs pour Windows. C'est l'outil que j'utilise pour les logiciels que je développe. C'est aussi l'outil que plusieurs grandes compagnies utilisent, entre autres Visual Studio Code. L'installateur est fait avec cet outil-là. Si j'ai choisi InnoSetup comme outil, c'est surtout parce qu'il est gratuit. Vous pouvez le télécharger à l'adresse que vous voyez dans la diapositive. Je l'ai aussi choisi parce que c'est vraiment simple de créer un installateur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de créer un script ou un fichier texte qui a une extension .iss habituellement et de compiler ce fichier texte avec l'outil fourni avec InnoSetup. Dans cette présentation, nous allons regarder un exemple de script. Nous allons ensuite voir les éléments importants qui n'étaient pas présents dans l'exemple de script, donc on n'a pas pu voir à cette étape-là. Et nous allons effectuer la compilation du script et lancer l'installateur du produit. Vous voyez présentement la première section d'un script ISS. Cette première section-là s'appelle Setup et elle décrit les paramètres principaux de votre installateur. Entre autres, vous voyez qu'on va définir le nom de l'entreprise, le copyright, le site web de l'entreprise et d'autres informations de ce genre-là. On va aussi pointer vers un fichier licence.txt qui va être affiché durant l'installation pour que l'utilisateur puisse accepter la licence. On a aussi la version de l'application. Les deux dernières lignes en bas, c'est pour dire où placer l'installateur qui va être généré lors de la compilation et comment nommer cet installateur-là au moment de la compilation. Le PF entre accolades que vous voyez ici en bleu signifie que le programme va être installé par défaut dans le programme File de Windows. On pourrait utiliser d'autres raccourcis comme SD qui représente le System Directory. Min version signifie la version minimum de InnoSetup qu'on doit utiliser pour compiler ce script-là. Dans mon cas, j'utilise un petit tool que je me suis fait et qui permet de remplacer la version de l'application et aussi modifier le nom de l'installateur qui va être généré pour changer la version à l'intérieur de ce nom-là pour permettre de générer la bonne information à chaque fois que je compile mon programme. La deuxième section du script s'appelle Files et elle contient la liste des fichiers qu'on va devoir installer sur l'ordinateur où on va installer le programme. Donc, on a pour chacune des lignes une partie qui est la source, donc le fichier où on va le prendre sur l'ordinateur de développement où on compile l'installateur, et aussi le DESDIR, donc la destination, donc où on va installer ce fichier-là sur l'ordinateur où on installe le programme. Dans le cas que vous voyez ici, dans cet exemple-là, les fichiers sont tous installés dans le répertoire d'installation de l'application qui est nommé App entre accolades. On pourrait aussi utiliser d'autres raccourcis pour les répertoires où on veut installer des fichiers. Il y a App, il y a Font pour le répertoire où on installe les fonts sur Windows, Sys pour le répertoire Système dans le répertoire Windows, Sysnative qui représente soit le système 32, soit le système 64. Syswall 64 qui représente le système 32 sur un système 64 bits. Win qui représente le répertoire Windows. Il y en a quelques autres aussi que j'ai pas mis. Le SD pour le système Drive est aussi un raccourci qu'on peut utiliser ici. Dans certains cas de fichiers, on va aussi donner un flag. On voit dans l'exemple ici que j'ai utilisé le flag isReadMe pour mon fichier README. Donc, ça va permettre à l'installateur de savoir que ce fichier-là est un fichier README et va pouvoir permettre aussi à l'installateur de demander à l'utilisateur voulez-vous lire le fichier README à la fin de l'installation, comme qu'on voit souvent dans les installateurs. Il y a d'autres flags qu'on pourrait utiliser aussi. J'en ai mis quelques-uns ici dans le petite note verte. 32 bits, 64 bits, donc pour dire que ce fichier-là est seulement nécessaire si on installe la version 32 bits de l'application ou 64 bits de l'application. Dans mon cas, habituellement, je développe juste un installateur, donc soit la version 64 bits, soit la version 32 bits, tout dépendant du logiciel que je développe.
mais je ne fais pas d'installateurs qui peuvent installer soit une version 32 bits, soit une version 64 bits. Delete after install, donc c'est un flag qui dit que une fois que l'installation est complétée, on va pouvoir déliter ce fichier-là. Il était seulement nécessaire pour l'installation. External, c'est un fichier qui va être non pas packagé à l'intérieur de l'installateur, mais qui va être fourni avec l'installateur. Donc, on pourrait imaginer que certains fichiers ne sont pas mis dans l'installateur pour simplifier différentes choses, entre autres gestion de licence ou gestion des versions. Donc, à ce moment-là, il faudrait fournir à l'utilisateur qui va faire l'installation et le fichier d'installation, le .exe d'installateur, et ces fichiers-là à l'extérieur sur le même support, soit le même CD, la même clé USB ou la même archive si on voudrait. Donc, on pourrait avoir des fichiers de ce type. No compression, donc si on a des images qu'on met dans notre installateur, c'est bien de mettre un no compression. Comme ça, InnoSetup n'essaiera pas de compresser quelque chose qui est déjà compressé, comme un fichier JPEG par exemple. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de le recompresser à nouveau. Rake Server, c'est qu'il va utiliser le Rake Server pour enregistrer la DLL ou l'exécutable avec les systèmes de Windows. Donc, c'est pratique si on a des DLL qui sont des DLL.com ou des services qui sont reconnus par Windows. Restart Replace, ça veut dire que ce fichier-là doit être remplacé et que c'est possible que ça donne un restart. Donc, si c'est un fichier qui est utilisé par d'autres programmes, on ne pourra pas le remplacer lors de l'installation. Si on met ce flag-là, InnoSetup va s'occuper de demander à l'utilisateur de restarter la machine et de remplacer ce fichier-là au moment du restart. Shared File, c'est juste pour identifier un fichier qui serait aussi utilisé par d'autres applications, donc d'autres installateurs qui utiliseraient aussi ce fichier-là. Donc, quand on va désinstaller le logiciel, on va le traiter de manière un petit peu différente. On va s'assurer que les autres applications n'ont plus besoin avant de désinstaller ce fichier-là. Donc, encore une fois, si on a des fichiers qui sont partagés entre plusieurs logiciels et plusieurs installateurs, c'est important de mettre ce petit flag-là pour ces fichiers-là. Le dernier flag que j'ai mis dans la petite note verte, signe, c'est pour dire que ce fichier-là va être signé de la même manière qu'on va signer l'installateur s'il y a des paramètres pour faire la signature dans le script ISS. Les deux dernières sections de notre fichier ISS exemple, on a Run et Uninstall Run. Donc, ces deux sections-là vont nous permettre d'exécuter un programme ou un script au moment où l'installation se termine ou juste avant que la désinstallation débute. Dans mon cas, j'ai un petit exécutable que j'ai créé, un petit programme C que j'ai créé qui effectue certaines étapes qui doivent être faites à la fin de l'installation ou qui doivent être faites au début de la désinstallation. Donc, je m'assure par ces deux sections-là que ce programme-là soit appelé directement à partir de l'installateur que InnoSetup génère. C'est souvent un truc intéressant. Donc, s'il y a des étapes que l'installateur ne peut pas faire ou que vous pouvez faire de manière plus simple en utilisant du code que vous avez déjà ou que vous pouvez créer facilement. Donc, c'est une solution que vous pouvez utiliser dans vos installateurs. La documentation fournie par InnoSetup est vraiment bonne. Je vous mets le lien dans cette diapositive-là. Je vous donne aussi le titre de quelques sections qui sont intéressantes à lire, mais il y a beaucoup d'autres sections qui sont intéressantes à lire. C'est sûr que je vais parler de certaines des features de InnoSetup dans les prochaines diapositives, mais il va manquer de l'information, donc vous n'aurez pas le choix de vous référer à cette documentation-là. Il y a deux sections optionnelles nommées Type et Component qui vont permettre de générer des installateurs qui permettent à l'utilisateur de choisir les composantes logicielles qu'il veut installer. Un peu comme quand on installe Visual Studio par exemple, on peut choisir de vouloir installer le C++ ou le C# ou les outils de développement web ou de tout installer si on le désire. Les types d'installation, c'est justement des familles déjà prédéfinies de composantes qu'on pourrait vouloir installer. Ma recommandation à ce sujet-là, c'est de ne pas utiliser ces sections-là. Parce que si vous utilisez ces sections-là, vous vous obligez à tester toutes les possibilités de votre installateur. Donc, est-ce que je peux vraiment installer telle composante sans installer telle autre composante? Donc, est-ce qu'il y a des dépendances entre ces composantes-là? Si oui, je dois les
faire connaître à l'installateur pour qu'il puisse les faire respecter au moment des choix que l'utilisateur va faire. Si je me trompe dans ces dépendances-là, l'installateur peut installer un logiciel qui va être pas 100% fonctionnel. Donc, quand l'utilisateur va essayer d'utiliser certaines parties du logiciel, il va avoir des manquements, donc des dépendances qui ne seront pas installées. Donc, aussitôt qu'il y a le moindrement de composantes, ça devient très, très, très emmerdant de faire tous les tests possibles pour vérifier si on a échappé certaines dépendances. Donc, moi, personnellement, je préfère toujours faire une installation complète de mes logiciels. Des fois, ça prend un petit peu plus d'espace mémoire. Quand les applications sont petites, c'est la meilleure solution. C'est sûr, quand on est rendu avec une application de la taille de Visual Studio, bon, ça devient pas possible d'utiliser cette approche-là parce que ça pourrait prendre vraiment beaucoup trop de place d'installer tout le temps, alors qu'une personne peut avoir seulement besoin d'une petite partie de l'ensemble. Il y a d'autres sections qui sont possibles, qui sont aussi optionnelles. La première dont je vous parle, c'est la section Task, qui va permettre d'ajouter des tâches que l'utilisateur va pouvoir sélectionner. Ça pourrait être, par exemple, si on pense à l'installateur d'Antidote, le fait d'installer des connecteurs avec d'autres applications. Donc oui, ça peut être optionnel. La personne peut décider de ne pas l'installer avec PowerPoint, mais l'installer avec Word. Donc on pourrait avoir des tâches qui seraient effectuées à ce niveau-là, puis qui seraient configurées au niveau de l'installateur. La section Dears va nous permettre de créer des répertoires qui ne sont pas les répertoires où on a installé des fichiers. C'est sûr que si on a installé des fichiers, quand on était dans la section Fonds, les répertoires qu'on a nommés dans cette section-là sont créés automatiquement au moment de l'installation des fichiers. Mais si on veut créer des répertoires autres que ces répertoires-là, entre autres un répertoire dans le dossier documents de l'utilisateur, par exemple, pour mettre les documents d'un certain type, bon, ça pourrait être dans cette section-là. On a une section Icons qui va nous permettre d'ajouter des entrées dans le menu démarrer de Windows. Elle va aussi nous permettre d'ajouter des icônes sur le desktop, par exemple. Install Delete, qui va être une section pour détruire des fichiers qui sont uniquement utilisés pour l'installation. Si c'est un fichier qu'on installe, qu'on veut détruire après l'installation, il y a déjà un flag pour ça, on l'a vu. Mais ça pourrait arriver que l'installation crée des fichiers durant son exécution. Entre autres, ça pourrait être un log des événements qui surviennent durant l'installation. Puis on voudrait, une fois que l'installation s'est bien terminée, détruire ce fichier-là. Donc la section Install Delete est là pour ça. La section langage va nous permettre de supporter plus qu'un langage. Donc notre installateur pourrait au début demander à l'utilisateur quel langage il veut utiliser, puis après ça, soit fonctionner en français ou fonctionner en anglais ou dans une autre langue. La section Registry va nous permettre d'ajouter des informations dans la base de registre de Windows, ajouter ou modifier des informations ou même détruire des informations. Uninstall Delete, c'est une section qui va nous permettre de nommer des fichiers qu'on va détruire à la désinstallation du logiciel. Encore une fois, si c'est des fichiers qu'on a installés nous-mêmes dans la section Files, on n'a pas besoin de venir les renommer dans la fonction Uninstall Delete parce qu'ils vont être pris en charge automatiquement par le setup. Mais si notre application crée des fichiers, donc ça arrive souvent qu'une application va créer des fichiers de configuration dans le répertoire de l'utilisateur ou même dans d'autres répertoires sur l'ordinateur. Donc quand on va vouloir désinstaller l'application, ça serait gentil de ne pas laisser ces fichiers-là traîner en les indiquant dans la section Uninstall Delete pour que le setup les délite au moment du uninstall. Pour compiler l'installateur, on va soit utiliser l'IDE ou l'éditeur qui vient avec InnoSetup. Donc cet éditeur-là a un bouton, on voit le bouton pointé par la flèche bleue dans la diapositive qui va nous permettre de compiler l'installateur. Quand je développe mes installateurs, c'est la technique que j'utilise. Donc j'ai un éditeur qui me permet d'éditer mon script en me montrant les items avec la bonne couleur. Donc c'est plus facile à ce moment-là de l'éditer dans cet éditeur-là et de compiler pour voir s'il y a eu des petits problèmes. Une fois que mon installateur est développé, je ne veux pas tout le temps avoir à charger cet outil-là. Donc, je vais utiliser la technique qui vient de l'appeler le compilateur à partir de la ligne de commande. Vous voyez à droite de la diapositive la ligne de commande que j'utilise. Donc, je lance tout simplement l'exécutable de compilation qui vient avec InnoSetup.
je lui passe l'argument CC pour lui dire que je veux qu'il effectue une compilation, puis je lui donne le nom de mon fichier ISS. Une fois que vous avez compilé l'installateur, ce que vous obtenez, c'est un exécutable avec un icône d'installateur. Quand vous lancez cet exécutable-là, il va vous montrer en premier la fenêtre que vous voyez à droite complètement de la diapositive, qui va vous demander d'accepter la licence. Une fois que vous avez accepté la licence, il va y avoir une autre fenêtre qui va vous demander de spécifier le répertoire d'installation. Et une fois que vous allez avoir spécifié le répertoire d'installation, vous allez pouvoir confirmer l'installation en revoyant les informations. C'est sûr que si on aurait ajouté des étapes, comme des sélections de composants, ce qu'on peut faire avec l'Igno Setup, on aurait eu des fenêtres supplémentaires pour choisir ces composants-là. C'est important de bien tester votre installateur. C'est le premier contact que votre client a avec votre produit. Si l'installateur montre des problèmes, c'est sûr que votre client vient de perdre une bonne partie de la confiance qu'il pouvait avoir en votre produit. S'il est en train d'évaluer votre produit, ça vient de vous tirer dans le pied terriblement. Donc, faites vraiment attention. N'oubliez pas aussi de tester la désinstallation de votre produit en vous assurant aussi que tous les fichiers qui ont été installés ont bien été retirés suite à la désinstallation. Les mises à jour. Ici, mon conseil est simple. Si vous pouvez, évitez-les. Donc, plutôt que de faire des mises à jour, exigez que le logiciel soit complètement désinstallé et installé à nouveau. Donc, vous avez un installateur pour la version 1, vous avez un installateur pour la version 1.1 et un installateur pour la version 2. Et ça vous évite d'avoir à tester tous les cas possibles de mise à jour. Ça devient rapidement un problème de tester et de bien tester tous les mises à jour. Est-ce que votre installateur de mise à jour 1.1 s'installe bien par-dessus la version 1? Est-ce qu'il s'installe bien par-dessus la version 1.01 que vous avez relâché à seulement 2 clients? Donc, ça devient très, très rapidement problématique de tester tous les cas dans tous les environnements, surtout qu'on va vouloir le tester sur Windows 10, sur Windows 7, sur d'autres versions probablement de Windows aussi. Donc, les tests se multiplient très, très, très rapidement. Donc, je vous invite à suivre mon conseil. Désinstallation complète, réinstallation complète. Ça fait les choses plus simples. Souvent, ça nous oblige à, oui, transmettre des fichiers qui sont un petit peu plus gros, mais tant que l'application est d'une taille raisonnable, c'est vraiment pas un problème. C'est la fin de cette vidéo-là. C'est maintenant à vous de vous amuser en créant vos propres installateurs en utilisant InnoSetup.